Très beau et très questionnant roman Monsieur Sénégal, publié chez Plon. Merci d'être avec nous. Merci. Alors je le disais, comment se fabrique le racisme? Comment nos préjugés racistes se sont-ils construits au fil de l'histoire? Ce sont les questions auxquelles vous tentez de répondre, Antoine Rau, par la fiction. Vous allez nous expliquer dans un instant votre démarche, ce qui vous a poussé à explorer ce thème. Mais pour bien comprendre, on va peut-être commencer par pitcher ce roman avec vous, Hélène. Oui, c'est l'histoire d'Amadou Lo, tout jeune homme. Il a une vingtaine d'années, au sorti de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1918 et Amadou est tirailleur sénégalais, bien qu'il soit guinéen, mais personne ne s'encombre des détails. Il vient de vivre l'horreur de la guerre pour servir la France, la patrie, se répète-t-il. Il a été blessé et maintenant il attend de rentrer chez lui. Mais voilà, le médecin-major qui l'a soigné en a décidé autrement. Il va emmener Amadou dans son village de Franche-Comté pour le faire travailler à son service. Village perdu où personne n'a jamais vu de noir, ou à peu près. Amadou Lo, figure un peu candide, est victime de toutes sortes de préjugés, de toutes sortes de violences, plus ou moins cuisantes. Dans cette campagne perdue, il va faire la rencontre d'une galerie de personnages qui toutes, d'une manière ou d'une autre, vont profiter de lui, de son corps, de sa gentillesse, de l'image et du statut particulier qu'il a dans la société. On vit avec lui cette forme de racisme bienveillant où, sous couvert de l'aider, Amadou reste un être prisonnier et exploité, un être qu'on peut s'emprunter l'un à l'autre, par exemple, et qui pourtant veut s'émanciper, notamment par la langue française. Alors Antoine Rau, comment cet Amadou s'est-il fait une place dans votre imaginaire? Pourquoi lui, avec ces origines-là, à ce moment-là de l'histoire? Alors d'abord, ça fait une vingtaine d'années que j'avais envie d'écrire un roman justement qui racontait un peu la façon dont le regard qu'on va porter sur l'autre se construit en fonction de la société dans laquelle on est. J'avais lu un récit publié à la fin de la Première Guerre mondiale, Des Inconnus chez moi, par Lucie Couturier, qui était une femme peintre, celle qui a fait des peintures dont la couverture de ce livre, Le Noir écrivant. C'était une femme qui, pendant la guerre de 14, avait habité à Saint-Raphaël, dans une belle villa, et juste au-dessus, un campement de tirailleurs sénégalais. Au départ, elle a les mêmes préjugés que tout le monde. Et puis, elle va leur apprendre à parler, à lire, à écrire en bon français. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur apprenait que le parler petit nègre, ce qu'on appelait le parler petit nègre ou le parler tirailleur à l'époque, qui était c'est-à-dire ce langage qui se voulait simplifiant, mais qui était en fait infériorisant et ridiculisant. Toi, il y en a, vouloir. Il y a bon banania, que tout le monde connaît, ou bien la façon dont on parlait dans Tintin. Les verbes sont à l'infinitif, voilà, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de... Le masculin, pas de féminin, pas de pluriel, etc., pas de passé, pas de futur. Enfin, c'était d'ailleurs très difficile de s'exprimer de cette façon-là. Et c'est intéressant parce que dans votre livre, vous entrecoupez le récit justement d'articles de presse, de titres, d'ouvrages, etc., dont un des ouvrages titré Le Français tel que le parle de tirailleurs sénégalais, et qui montre comment ce langage petit nègre a été formalisé. Oui. Réellement, il y a eu quelque part une volonté de faire parler cette langue-là, oui. Précisément, et c'est pourquoi? C'est pour ne pas donner accès à la langue? C'est-à-dire, je ne sais pas les raisons pour lesquelles ça s'est vraiment formalisé. Au départ, je pense qu'il y a l'idée que, en fait, on voulait leur parler d'une façon simple et rapide et d'arriver immédiatement à les faire obéir. Parce que ce dont on avait besoin, c'était la force noire, un texte du général Mangin qui est écrit pour ça. En 1910, on dit il va y avoir la guerre, c'est sûr. Et donc, il nous faut absolument de la chair à canon, grosso modo. Et on considère que ce sera plus efficace. Alors, les Noirs, ça va être formidable parce que les Noirs sont sportifs, ils peuvent rester des jours sans manger, ils ne sont pas très intelligents, donc ils font ce qu'on leur demande. C'est tous ces préjugés. Oui, ils ne souffrent pas. C'est cette idée. Voilà. C'est écrit, c'est pas inventé. Et donc, ils ont formalisé. Si vous voulez, c'est comme si vous apprenez une langue étrangère, vous faites des fautes. Donc, les Africains, quand ils ont été colonisés, ils parlent leurs différentes langues. En Afrique, on parle des quantités de langues différentes. Les Français ne parlent que le français. Donc, ils essayent de communiquer dans un langage sommaire. C'est ce langage qu'on a formalisé et c'est devenu donc ce livre que vous citiez qui est en fait un manuel d'enseignement de l'armée française et tout le monde parlait de cette façon et enseignait le français de cette façon aux Africains. Donc, et la plupart, ceux qui étaient intelligents, se rendaient très vite compte que c'était un langage qui les stigmatisait, qui les infériorisait. Amadou, mon personnage, dès les tranchées, se rend bien compte de ça. Et quand à la fin de la guerre, il est contraint de rester, c'est le point de départ du roman, en France, alors que la plupart vont rentrer en Afrique, eh bien, il se dit, au moins, il faut que j'apprenne à parler le français, parce que c'est de cette façon
que je vais peut-être enfin pouvoir me faire accepter comme un égal, comme un autre au milieu de tous ces gens. Et ça, en réalité, ça ne va pas arriver. Et non. Ça ne va pas arriver parce que c'est une société qui est structurellement et naturellement raciste. Quand je dis naturellement raciste, c'est qu'il faut imaginer que dans cette société, les plus grands scientifiques même considéraient que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs. Il y avait des thèses de médecine pour l'expliquer. On mesurait des crânes, on pensait que le crâne du Noir était plus petit que le crâne du Blanc, ce qui était faux, évidemment. On l'a constaté souvent. Donc c'était une société qui se pensait supérieure, la nôtre, la société européenne dite blanche, persuadés, voilà, on était au sommet de la pyramide et tous ceux qui étaient en dessous étaient des inférieurs. Nous, on avait la meilleure civilisation, on avait nos grandes valeurs universelles et on avait le droit de les transmettre et de les imposer aux autres. C'est tout le mécanique. Alors, une des particularités du roman, c'est que vous vous mettez dans la peau d'Amadou. Oui. Donc, c'est sa vision à lui. Est-ce qu'un homme blanc, français, peut se mettre dans la peau d'un Africain de cette époque-là? C'est une question qui vit beaucoup aujourd'hui. Et voilà, il y a différentes réponses qui sont apportées, mais on sait qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on estimait que le discours d'une jeune femme noire au moment de l'intronisation de Joe Biden ne pouvait être traduit que par une femme noire, par exemple, et pas par une blanche. Est-ce que vous pouvez parler à la place de cet Amadou ? Alors, c'est complexe cette histoire parce qu'il y a une dimension politique. D'abord, un auteur, c'est quelqu'un qui se met dans la peau des autres. La définition que Baudelaire donne, et je me couche fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même, je trouve que c'est la définition de l'écrivain, puis ensuite d'ailleurs du lecteur qui va découvrir et se plonger dans la peau des personnages. On vit à travers eux. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est que je peux être une femme, je peux être un noir, je peux être n'importe qui. Je me mets dans la peau. Je ne prétends pas que Amadou soit... je pense que cet Amadou-là est possible. Et j'avais besoin de me mettre en lui. Le débat actuel, l'idée par exemple que c'est une femme, il faut une femme de couleur ou un homme de couleur pour traduire le discours d'une poétesse noire au moment de... Voilà, ça, on en a beaucoup parlé. C'est parce qu'au fond, parmi la communauté noire américaine, il y a des gens qui pensent que finalement ils ont eu tellement peu que c'est quand même ça qu'il faudrait peut-être garder. Mais il y a des Noirs comme, par exemple, Alain Mabankou qui vont dire « Mais non, pourquoi ? Il n'y a aucune raison. L'important, c'est que ça soit bien traduit. » Je dirais qu'il faudrait plutôt inverser les choses. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on devrait faire une place plus grande, par exemple, aux gens de couleur, au théâtre, au cinéma, qui puissent jouer des rôles de blancs. Pourquoi nécessairement ? Puisque le théâtre, c'est une convention, c'est une question d'incarnation. Le seul rôle dans le théâtre classique... Pourquoi pas plus de noirs pour jouer Molière, pour jouer Molière. Shakespeare Alors, sinon, il y a qu'Othello. Et encore, Othello, on le faisait jouer par des blancs. Bon. Non, il faut pouvoir jouer... Pourquoi le bourgeois gentilhomme peut être un noir, Cyrano aussi. Ça changerait la chose. C'est-à-dire que plutôt que de parler d'appropriation culturelle, on pourrait se dire qu'au contraire, il faudrait ouvrir la société et c'est ça qui va nous faire évoluer. Parce que de tout ce que vous racontez dans cette histoire située en 1918, on sent quand même très bien ce qui perdure aujourd'hui de ce racisme institué dans la société. Oui, c'est vrai que c'est-à-dire, en fait, je pense que ce qui est en filigrane dans le roman, parce que le roman, c'est d'abord une histoire dans laquelle on rentre, et j'espère qu'on a envie de la lire, qu'on est pris et qu'on a envie de la lire jusqu'au bout. C'est d'abord un divertissement. Un roman, c'est pour rentrer dans un imaginaire. Mais en filigrane, c'est une réflexion sur le regard qu'on porte sur l'autre. Comment le regard qu'on porte sur l'autre est construit par la société dans laquelle on est né. Vous avez annoncé tout à l'heure, vous alliez parler de Wagner, là. Si vous êtes né en Russie aujourd'hui, et que vous avez grandi dans ce pays-là, vous pouvez penser que peut-être en Ukraine, il n'y a que des nazis. C'est-à-dire, votre regard a été construit par la société dans laquelle vous êtes. Quand vous naissez dans la France du début du XXe siècle et que vous faites la guerre en 1914 et que vous êtes blanc, vous pensez nécessairement que les Noirs sont des inférieurs. Vous pensez nécessairement d'ailleurs que les femmes sont inférieures aux hommes, puisque la société était comme ça. C'est une époque où, scientifiquement, par exemple, on cherche à démontrer que les Noirs sont intellectuellement inférieurs. Je cite dans le roman, par exemple, une thèse de médecine du docteur Cureau, enfin un docteur de l'époque, qui vous fait une courbe complètement gratuite, où d'un côté, il y a la courbe d'un Noir, de l'intelligence d'un Noir, qui se développe tout doucement assez vite jusqu'à 13 ans, puis qui ensuite décline lamentablement jusqu'à la mort, tandis que celle d'un Blanc, elle commence doucement, mais alors ensuite, elle monte. C'est une apothéose jusqu'à la cinquantaine. Totalement idiot.
Mais voilà, c'était ça à l'époque. C'est un roman, en tout cas, très intéressant pour comprendre cet enjeu du racisme, de la construction des préjugés racistes. C'est quelque chose qui vit encore très fort aujourd'hui. Et les polémiques récentes, d'ailleurs, en Belgique, que ce soit sur Père Fouettard ou sur le sauvage au carnaval,